Rosémée. Allô! Je suis contente de te recevoir à notre podcast pour briser les tabous. Aujourd'hui, on va aborder le deuil de ton père, aussi le processus entourant la maladie qu'il avait. Avant de commencer vraiment à te poser des questions un petit peu plus sur l'anxiété, parce que je sais que ça a été quelque chose de très présent au courant de ton enfance et de ton adolescence. Oui. J'aimerais en savoir plus un petit peu sur le contexte, finalement, sur la maladie grave de ton père, quand vous l'avez appris, comment ça a été ce processus-là et quand il est mort. Est-ce que tu peux m'en dire plus à ce sujet? Oui, ben en fait, c'est drôle, je me rappelle pas de l'avoir appris. C'est comme si je l'avais toujours su. J'ai aucune idée comment on me l'a annoncé. En fait, mon père a su qu'il avait un cancer incurable quand j'avais 2 ans. Un cancer de la prostate qui avait été détecté trop tard. Donc, il n'y avait pas d'issue autre que son décès. Par contre, on croyait qu'il avait une espérance de vie de 2 ans. Alors, en théorie, il devait disparaître à mes 4 ans. Et là, il y a mon chat animal de support, de soutien psychologique qui vient d'apparaître si vous regardez en vidéo. Alors, il est toujours là. Voilà. Et donc, on croyait que mon père allait mourir donc quand j'avais 4 ans, quand j'aurais 4 ans. Alors, c'est pour ça que je m'en souviens pas. Tu sais, à cet âge-là, j'ai pas de souvenirs clairs. J'ai plein de souvenirs de la maladie, par contre, mais pas de l'annonce. Ce qui est arrivé, c'est que mon père, contre tout pronostic, a finalement vécu jusqu'à mes 16 ans. Alors, j'étais en secondaire 5 quand il est décédé. Par contre, il n'y a jamais eu, tu sais, de période de rémission. Il n'y a jamais eu un moment où on s'est dit, ah, OK, tu sais, le cancer a disparu. Alors, chaque jour était théoriquement le dernier. Et c'est de là, je pense, qu'est née l'anxiété. Tu sais, il y a quelque chose de très alarmant de croire que chaque seconde doit être vécue à son plein potentiel parce que c'est la dernière où tu vas avoir ton père. Puis un père, c'est super important. Je pense qu'un père, c'est particulièrement important quand on est une jeune fille. Et donc, je me suis beaucoup accrochée à cette figure-là qui était vouée à disparaître. Parfait. Puis, en fait, je lisais ton livre « Ton absence m'appartient » où tu abordes énormément ce contexte-là d'anxiété et tout ça. Et puis, dans ce livre-là, tu expliques que ton père te préparait certains scénarios au cas où tu devrais réagir parce qu'il avait certains symptômes ou parce que une situation X arrivait finalement à cause de sa maladie. Est-ce qu'avec du recul, tu penses que tu aurais aimé mieux en savoir un peu moins à ce sujet-là? Est-ce que tu aurais aimé mieux... est-ce que tu penses que c'était correct d'en savoir autant à ce moment-là? Je me pose tellement de questions. C'est moi qui devrais t'interviewer, en fait, aujourd'hui. C'est toi qui devrais me dire qu'est-ce qui a bien fait ou pas. Peut-être pour mettre les gens en contexte, le genre de scénario auquel il me préparait, c'était, tu sais, j'ai des souvenirs très clairs. Je savais pas encore c'était quoi des chiffres, tu sais. Je savais pas lire, mais je savais comment composer le 911 sur le cellulaire au cas où ils perdent conscience alors qu'on était seul à la maison. Il me disait aussi souvent que s'il était au volant, je sais pas, il semblait convaincu qu'il allait mourir au volant. S'il était au volant puis il perdait conscience, il m'avait appris comment enlever son pied de l'accélérateur. C'est des affaires comme ça où il me préparait continuellement à sa mort. Puis, ça me donnait l'impression que sa mort pouvait survenir n'importe quand, ce que j'imagine était vrai. En même temps, je pense pas qu'on meurt d'un cancer de la prostate subitement comme ça au volant. C'est absolument pas ce qui s'est passé. En tout cas, c'est des soins palliatifs. Je veux dire, on l'a vu venir en tabarouette, sa mort. Là, on a pu s'y préparer très activement pendant plusieurs mois. Donc, je pense pas qu'il me préparait au bon scénario, pas du tout. En même temps, j'ai apprécié à être mise au courant et à être part active de la maladie tout au long de ma jeunesse. On me cachait rien, je savais ce qu'il en était. J'ai jamais cru que mon père allait survivre. On m'a jamais dit un jour il va disparaître, puis il va être encore quelque part au ciel. Mon père allait mourir, puis il allait peut-être mourir au volant. C'était too much, mais au moins c'était réaliste. Donc, on t'a jamais rien caché. Puis, j'imagine que ça avait des répercussions, par contre, ces scénarios-là, au niveau de l'anxiété, ton fonctionnement, comment tu le vivais à ce moment-là?
honnêtement, j'étais obsédée par la mort. Puis tout scénario devenait apocalyptique. Tu sais, j'étais une enfant avec beaucoup d'imagination. Je suis une adulte avec beaucoup d'imagination. Mais les scénarios que je me créais étaient jamais joyeux. Tu sais, ils mettaient toujours en vedette la mort d'un proche. J'étais obsédée par l'idée de m'endormir puis au réveil de plus retrouver mes parents. Ma pauvre mère, tu sais, mes parents étaient séparés. Puis ma mère, quand elle venait me border, je criais son nom jusqu'à m'endormir, là. Tu sais, il fallait tout le temps qu'elle revienne me voir parce que je voulais pas me séparer d'elle, parce que me séparer d'elle, c'était ne plus jamais la retrouver. Donc, une espèce d'anxiété de séparation féroce qui m'a amenée même à composer avec des petits comportements obsessifs, je dirais. M'arracher des bouts de lèvres, je fais encore ça parce que, puis c'est même plus lié à l'anxiété, c'est juste que c'est tellement ce que je faisais pour composer avec le stress quand j'étais petite que je le fais encore, puis il n'y a rien à faire, là. Je vis avec ça pour le restant de ma vie, je combat le geste, mais c'est plus fort que moi, c'est ancré dans mon corps maintenant. Autre petit trouble obsessif que je traîne encore, ne jamais dire bye à quelqu'un que j'aime comme dernière phrase, comme dernier mot. Ce qui fait que je fais cette chose complètement loufoque d'envoyer un bisou en cachette à la personne quand elle se tourne. Mettons que la dernière chose que j'ai dit bye, que j'ai dit c'est bye, et là je réalise que je viens de dire comme au revoir. Dans ma tête, c'est comme lui dire adieu, c'est comme provoquer sa mort malgré moi. Alors là, je lui souffle un petit bec. Comme ça, en cachette. Puis là, je me dis, non, OK, je l'ai pas dit bye, je lui ai envoyé de l'amour. Fait que c'est le genre de choses qui viennent vraiment de mon enfance, qui viennent de cette anxiété de séparation-là, puis l'idée que, tout est éphémère, tout le monde que j'aime va disparaître, je saurai jamais quand. Donc, il vient aussi cette idée que, au fond, je suis seule. Je le suis pas du tout, tu sais, j'ai déconstruit tout ça en grandissant. Mais je pense que c'est ça, une grande solitude, finalement. Puis, est-ce que tu dirais qu'à travers ce processus-là, de ce que tu as compris de la maladie, de la mort aujourd'hui, est-ce que ça a apporté un certain positif d'avoir ce vécu-là aujourd'hui dans ta vie adulte? Mais immensément. Ouais. Pour vrai, tu sais, je sais que ce que je dis sonne très tragique, mais je comprends la valeur du moment présent. Je comprends... Tu sais, il y a quelque chose de beau dans le fait de comprendre que tout est éphémère. On n'est pas obligé de le prendre avec angoisse non plus. Ça peut nous amener à profiter de ce qu'on a pleinement, avoir la valeur de la famille, à savoir à quel point nos proches sont importants, sont présents aussi, parce que c'est dans l'épreuve qu'on réalise qu'on n'est vraiment pas tout seul finalement, là. J'ai jamais été seule, je me sens seule, mais ça n'a jamais été vrai. Puis c'est dans le processus de maladie qu'on réalise que non seulement nos proches, nos amis sont là pour nous, mais il y a tout un filet qui se déploie, tu sais. Il y a vous êtes là, il y a Deuil Jeunesse. Moi, de mon côté, il y avait des infirmières qui étaient là, il y avait des travailleuses sociales, il y avait tout un réseau de soutien qui m'attendait. Ils attendaient juste que je lève la main puis je dis j'ai besoin d'être entendue, j'ai besoin d'être accompagnée. Ces travailleuses-là m'ont permis de mettre des mots sur mes émotions, à l'adolescence, à nommer cette angoisse-là, à identifier qui étaient les personnes qui pouvaient m'apaiser, quels outils pouvaient m'apaiser. Puis aujourd'hui, je suis pas nécessairement la personne la plus saine, mais mon Dieu que je sais exprimer ce que je ressens. Je suis tellement bonne pour le communiquer parce que on m'a donné un dictionnaire. Tu sais, à travers la maladie, on m'a appris à comprendre ce que je vivais. Puis au-delà de ça, je pense qu'on parle beaucoup de résilience. Hein? On aime se dire qu'il existe en nous une énergie qui peut nous aider à se propulser quand on pense qu'il n'y a plus rien. Puis mais tu sais, cette résilience-là, selon la science, elle se développe. Puis quand on passe à travers un deuil en étant accompagné, en étant entendu, on en ressort pas plus fort. Je suis pas super fan de la théorie qui veut que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Je préfère Stéphane Lafleur qui chante ce qui ne nous tue pas nous rend quand même un peu plus mort. Dans le sens que j'ai dû faire le deuil tout de même d'une relation
tu sais, ça m'a pas rendue plus forte. J'ai dû faire le deuil. La relation avec mon père, celle-là, une partie de cette relation-là est morte. Par contre, je sais que je peux faire face à de grandes épreuves maintenant. Puis je sais que même quand j'ai l'impression que je serai jamais capable de m'en sortir, si j'ai traversé ça, crime, je peux en traverser des affaires. Puis ça sera pas facile, puis ça sera pas nécessairement beau, mais il y a une partie de moi qui sait que je suis capable. Puis d'une certaine manière, je suis chanceuse d'avoir connu ça à un jeune âge, d'avoir compris rapidement que j'ai les ressources nécessaires pour me relever. Même quand moi, je suis pas capable, il y a des gens qui vont me relever. Puis ça, je l'ai compris. Mais c'est ça prouve qu'il n'y a pas que du négatif, finalement, dans des épreuves qui sont difficiles comme celle-ci, là. Pas du tout, puis je dirais même que, puis c'est peut-être étrange à dire, mais la mort de mon père est un des plus beaux moments que j'ai vécu. C'était très, très beau, tu sais, de le voir partir après des années de maladie, puis surtout les derniers mois qui étaient très, très, très difficiles pour lui. Tu sais, mon père, il voulait mourir à la fin, là, il avait plus envie d'être là, puis il y avait quelque chose de très... touchant, je dirais, dans le moment où on s'est dit au revoir pour vrai, tu sais, où j'ai su que c'était la dernière fois que je lui parlais. Puis c'est peut-être le plus grand moment de vulnérabilité que j'ai connu, tu sais, de dire au revoir à mon père, moi qui n'étais pas capable de dire bye à des gens. J'ai dit bye à mon père en sachant que plus jamais j'allais lui parler. Puis c'est la chose la plus difficile que j'ai faite. C'est aussi la plus belle parce que c'est un grand geste d'amour d'accepter de dire au revoir à quelqu'un qui a plus envie d'être, qui a plus l'énergie pour continuer à vivre. Puis, ouais, je souhaite aux gens qui ont un parent malade d'avoir cette fenêtre d'opportunité-là pour se parler, tu sais, en toute vérité, pour faire comme, écoute, je sais que tu t'en vas, puis c'est correct. Il y a des gens qui vont être là pour moi, puis je t'en veux pas, puis t'as fait de ton mieux, t'as fait bien des affaires tout croche, mais sais-tu quoi, on va patcher ça dans les années à venir. Puis je trouve ça intéressant que tu abordes le dernier moment des au revoir parce que je reprends aussi dans ton livre, là, Ton absence m'appartient, que je parlais un peu plus tôt, que ça a été une sorte de délivrance pour toi à ce moment-là parce que j'imagine que de vivre de l'anxiété pendant l'enfance, tu l'as toujours su que ton père était malade, ça devait être très prenant. Puis je sais qu'il y a certains enfants qui vont prendre même un certain rôle de parent pour prendre soin du parent, finalement. Puis ça m'intéresse d'aborder ce concept-là de délivrance parce qu'avec délivrance vient souvent sentiment de culpabilité de se sentir délivré. Est-ce que tu l'as vécu comme ça? Je l'ai vécu. Moi, je suis pas super bonne pour me sentir coupable. C'est une des choses que mon père m'a apprises de son vivant. Quoi, t'as pas à te sentir coupable de grand-chose. Donc, mais je comprends exactement ce que tu veux dire parce que quand je l'énonce, tu sais, quand je dis moi je voulais que mon père meure, je comprends que c'est peut-être mal perçu par certaines personnes. Tu sais, t'es jamais supposé vouloir que quelqu'un meure. Par contre, je pense que ça demandait une certaine lucidité, tu sais, d'en arriver à lui il souffre, puis moi honnêtement je suis plus capable. J'aurais tenu le coup s'il n'était pas à l'hôpital, mais tu sais, les derniers mois, ils se sont passés en soins palliatifs. Ça faisait déjà quelques fois que les médecins nous appelaient en disant « c'est là que ça se passe », puis mon père, le lendemain, se réveillait de son coma, top shape. Puis on était comme ah, « OK, non, il est pas du tout mort ». Mais, tu sais, puis les médecins faisaient pas erreur, là, en disant ça. Je leur reproche absolument pas de nous avoir prévenus à chaque fois, mais à un moment donné, mon cœur n'en pouvait plus, là, de se dire « c'est la dernière fois ». C'est pas possible de vivre avec ces montagnes russes-là très longtemps. Ben, c'est peut-être possible, mais c'est très, très difficile là, au plan émotif. Puis moi, j'avais plus cette énergie-là. Puis très égoïstement, j'avais besoin de retrouver mon cadre. J'avais besoin de retrouver l'école. J'avais besoin de retrouver mes amis, de retrouver ma routine. Tu sais, j'étais sortie de mon cadre pendant les derniers mois. J'étais à l'hôpital tout le temps. Je faisais mes devoirs à distance. J'avais la chance, tu sais, d'avoir des bonnes notes. Fait que mes profs, ils s'en foutaient ils s'en foutaient pas de ma situation, évidemment, mais ils s'en foutaient que j'assiste au cours ou non. Pour eux, tu sais, c'était gère ce moment-là du mieux que tu peux. Puis nous, on va être là pour toi. Puis écoute ton cœur.
Ils ont été super bons. Mais moi, j'avais besoin de les retrouver, mes profs en classe. J'avais besoin de cette stabilité-là. Puis donc, oui, ça m'a soulagée quand il est parti. Puis non, je me suis pas sentie coupable, même si je sais qu'aux yeux de bien des gens, ça reste difficile à entendre, je pense, cette idée qu'on puisse vouloir la mort d'un parent. Bien, difficile à entendre, puis c'est comme si ce serait dans le processus normal des choses de se sentir mal, du moins de vivre du soulagement. C'est correct d'en vivre, mais il faudrait que tu te sentes mal. Oui, c'est ça. Puis je peux tout à fait comprendre qu'on se sente mal aussi, mais moi, mon élastique, là, il était étiré au point d'éclater. J'avais même plus l'espace pour la culpabilité. Il fallait que je reprenne mon souffle. Puis, tu sais, c'est drôle parce que à ses funérailles, j'ai pas pleuré. Puis les gens, je pense, comprenaient moyen. Puis j'étais comme, mais comprenez-vous que moi, le deuil de mon père, je fais chaque jour de ma vie depuis que j'ai 2 ans. C'est pas une surprise. C'est l'événement que j'attends le plus. Pas avec impatience, mais on m'a toujours dit que ça allait arriver. À chaque jour, je me suis attendue à ce que ça arrive. Donc, on peut pas me demander de vivre, je pense, un deuil parfaitement traditionnel. Tu sais, ma vie a été un long deuil. Là, c'est comme si la nouvelle vie commençait. Tu sais, maintenant que je n'ai plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est quoi mes repères? Parce que mon père, c'était mon repère. Tu sais, c'était l'unique repère. Il est-tu encore vivant aujourd'hui? Oui, yes. Le lendemain, je recommence. Il est encore vivant? Une fois que c'est plus ça, ma question principale, ben c'est quoi ma vie? Tu sais, c'est là que la déroute commence. Qui suis-je si je ne suis pas la fille d'un homme mourant? C'est quoi que j'attends de chaque jour? Wow! C'est là que le fun commence. Oui, ça amène d'autres réflexions et d'autres réactions. Oui, effectivement. Tu as abordé les proches qui se posaient des questions, trouvaient pas normal certaines choses. Qu'est-ce que tu aurais à dire à un proche qui doit accompagner un enfant, un adolescent dans la maladie grave d'un membre de la famille, finalement? Qu'est-ce que tu aurais à dire à cette personne-là? Ben, c'est drôle parce que j'ai des proches qui sont malades puis qui ont des enfants, puis j'essaie de voir qu'est-ce que je leur dis, puis mon Dieu, je leur dis rien de ça. Parce que je les trouve tellement bons. Parce que une des grandes questions que je me pose sur mon enfance à moi, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? T'sais? Non pas qu'on peut revenir dans le temps, mais plus parce que la question éthique m'intéresse. Je travaille sur un documentaire sur le sujet pour lequel j'ai bien l'intention de t'interviewer en retour. Mais tu sais, je me pose des questions sur mais qu'est-ce qu'un parent peut faire? Quels sont les outils qu'il a en main? Puis là, évidemment, à cause du documentaire, je me suis mise à lire la recherche, puis je sais qu'il existe des meilleures façons, tu sais, puis je sais qu'il faut une transparence, puis qu'il faut nommer les choses, puis qu'il faut pas maquiller les mots qu'on utilise, puis il faut pas s'inventer un conte non plus, tu sais, puis il faut que les enfants participent au processus décisionnel, puis qu'ils sentent que cette maladie-là, ben ils en sont pas juste victimes, mais tu sais, qu'ils ont leur mot à dire sur la façon dont les choses vont se déployer, puis d'une certaine manière, je pense que ça a été respecté dans mon cas. Fait qu'est-ce que j'ai à dire aux parents? Je pense que c'est d'écouter leur enfant, puis de pas croire que l'enfant comprend pas, parce que je pense que l'enfant comprend tout. Fait que d'essayer d'aller aussi à son rythme, puis de se faire... Ben non, c'est ça. De pas juste se faire confiance, mais d'aller chercher de l'aide aussi. Tu sais, le réseau duquel moi j'ai bénéficié, il existait aussi pour mes parents, mais je pense pas qu'eux en ont profité ben, tu sais. Puis des fois, ton instinct va peut-être t'amener à vouloir protéger ton enfant, mais ce que tu fais pour le protéger, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc, je leur dirais, c'est ça, d'y aller au rythme de l'enfant, de pas croire qu'il comprend pas, d'être transparent, mais d'aller chercher l'aide de travailleurs sociaux, de travailleuses sociales, d'infirmières, de pivots, d'organismes comme le vôtre, des groupes de discussion. Il y en a dans beaucoup d'endroits, là. J'ai lu un paquet de guides publiés par différents centres, différents hôpitaux récemment.
crime, il y en a de l'aide. Fait que pourquoi traverser ça seul? Ça sert à rien. Puis si je vais un peu plus vers toi, en fait, là, Rose-Aimée adulte qui a réfléchi énormément sur la question, j'imagine. Qu'est-ce que tu aurais à dire à la Rose-Aimée de 16 ans qui vient de vivre le décès de son père? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais aimé savoir à ce moment-là que tu ne savais pas? Oui, mais là, je veux pas décourager les gens qui vont entendre. Sinon, on fera du montage. OK. Mais oui, moi, là, ce que j'ai découvert récemment puis que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est les effets qu'un deuil vécu lorsqu'on est jeune peuvent avoir sur notre rapport à l'attachement en vieillissant. Je pense pas que je suis quelqu'un qui s'attache beaucoup. Tu sais, moi, je peux partir de même. Moi, je peux me réveiller un matin puis faire « Hey, sais-tu quoi, je suis pas bien dans cette situation-là, je vais tout abandonner. » Puis je sentirai pas de culpabilité. Et c'est pas une fuite non plus. Je suis juste rarement attachée aux gens, aux situations. Je suis capable d'amour, là. J'aime profondément plein de monde. Mais ces gens-là peuvent disparaître demain, puis je vais être comme, ben oui, tu sais, je m'y attendais. Donc, comme je m'y attends, je m'attache difficilement. Puis, en plongeant dans la littérature scientifique autour du deuil en enfance récemment, j'ai compris que c'était normal selon les conditions dans lesquelles j'ai grandi. Ah, puis ça m'a fait du bien. Ça m'a tellement fait du bien. Parce que souvent, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui est pas normal avec moi? Comment ça se fait que je suis pas capable de m'enraciner nulle part? Puis que ça me pèse pas. Ça me pèse vraiment pas. Je suis juste pas attachée. Puis c'est comme si soudainement, on m'avait dit, oui, mais ça se comprend. Puis, sais-tu quoi? Non seulement ça se comprend, t'es vraiment pas la seule. Puis ça m'a soulagée. Mais ça, j'aurais aimé... Ça m'aurait évité quelques années de remise en question. Oui, effectivement. De l'avoir su plus tôt. Effectivement. Ouais. Donc, de normaliser là, certaines réactions que toi, tu as vécues. Puis, je trouve ça intéressant que tu l'amènes, en fait, cet aspect-là, parce que je pense pas que tout le monde va le vivre comme toi non plus, bien qu'ils aient un parcours similaire à toi. Ouais. Mais c'est bien que tu l'apportes parce que je suis certaine que certains jeunes qui vont écouter ça peuvent se retrouver dans ton discours à ce niveau-là également. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, c'est terrible de dire ça, là. Je m'attache difficilement à des gens ou à des situations, mais c'est pas malheureux, là. Je suis une personne profondément heureuse et entourée de personnes merveilleuses pour qui je me battrais jusqu'à ma mort par passion. Mais le trouble de l'attachement, je crois que je le connais bien, puis je crois qu'il s'explique, puis sans doute qu'il se règle jusqu'à un certain point aussi. Tu sais, après, c'est à moi d'entamer le travail, mais de pouvoir le nommer, ça fait du bien. Ben, merci, Rose-Aimée, pour cette entrevue vraiment riche. Je pense que ça va aider énormément de jeunes de pouvoir écouter, normaliser certaines choses aussi de ton discours et de ce que tu as vécu par rapport à l'anxiété au niveau de la maladie grave, mais aussi du deuil par la suite, finalement. Oui. Merci énormément de ta grande générosité. Merci pour votre beau travail. Merci.